J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. Et si Najat avait raison? Et si nous avions tous un problème? Oui, on croyait tous sa carrière terminée, mais NVB, Najat Vallaud-Belkacem, dite la truande de la galère, a ressuscité médiatiquement et défrayé la chronique le 18 mars dernier par une proposition tout à fait surprenante. L'ancienne ministre souhaite limiter la consommation internet des citoyens français à 3 gigaoctets par semaine. Une mesure qui n'a pas manqué de provoquer l'ire de tous les geeks du pays, à deux doigts de sortir de la cave de maman pour défendre leur droit à télécharger quotidiennement des téraoctets de hentai Fury. Bon, je sais, je suis dans la caricature, mais l'ancienne ministre socialiste aussi, puisqu'elle explique qu'il faut arrêter de considérer normal de regarder des heures de porno par jour. Je sais pas qui trouve ça normal de passer autant de temps sur des sites porno, à part peut-être Thibaut Inchep dans la branlette era qui précéda sa révélation christique. Quand j'étais tout seul, je pouvais faire ça 3, 4, 5 fois dans la journée. Ça, j'en suis très fier. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas là pour vous juger. Mais bon, passons. Dans cette petite vidéo pas forcément si courte, on va montrer par A plus B pourquoi ce que dit Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas forcément hyper smart, mais que ça a au moins le mérite de poser dans le débat public une question. Peut-on réguler Internet? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et comment concrètement pourrait-on le faire bien? On va interroger tous ces aspects, mais je sais que vous aimez voir du sang, alors démontons point par point cette délicieuse tribune publiée dans Le Figaro, un choix éditorial dont je vous laisse l'entière responsabilité du jugement. Alors, on va commencer par un petit exercice de résumé de texte qui rappellera probablement la prépa pour les plus ingénieurs d'entre vous, histoire d'identifier les grandes idées énoncées par Najat Vallaud-Belkacem, que j'appellerai par la suite NVB, parce que Najat Vallaud-Belkacem c'est un petit peu long, et que Najat c'est probablement ni très approprié ni très poli, même si j'ai ouvert la vidéo comme ça pour avoir de la rétention. Madame Vallaud-Belkacem, si par hasard vous regardez cette vidéo, sachez que je vous présente mes excuses, sincères en plus. C'est pas très classe de ma part, j'avais juste besoin de ma dose de clics. NVB commence donc par nous dire que notre société est malade des écrans et surtout d'Internet. Les problèmes sont nombreux. Impact sur la santé mentale, addiction, harcèlement en ligne, pratiques immorales et illégales comme le deepfake, ou encore l'utilisation peut-être un peu abusive des sites de charme. NVB, qui s'inclut d'ailleurs dans le lot, part du constat que nous sommes incapables de nous réguler nous-mêmes, et que conséquemment, naturellement, il revient à l'État, à la loi, de nous contraindre. Et sa solution est toute trouvée. Rationner le volume de données auxquelles les citoyens ont accès, suivant la logique selon laquelle, si l'on dispose d'une ressource en quantité limitée, on va évidemment la dédier à des usages plus intelligents. Imaginant qu'ainsi, nous ne dépenserons pas notre maigre pitance à insulter des gens sur Facebook, ou, et je cite de nouveau, que nous cesserons de considérer normal de passer des heures sur des sites porno. Je suis désolé, je suis lourd, mais ça me fait vraiment rire. C'est pas marrant l'addiction au porno, mais je suis à peu près certain que dans la population, personne trouve ça normal d'y passer des heures. On switch ensuite sur un argument relatif à notre fameuse capacité d'attention, qu'il faudrait préserver selon le seul argument d'autorité cité dans la tribune, en la personne du philosophe Yves Citon. Internet s'aborderait notre capacité d'attention, on y reviendra en détail après. Dans ce pot-pourri de bonnes raisons de restreindre Internet, NVB cite ensuite les disputes familiales qui seraient résolues par l'absence d'Internet. Bon, jusqu'ici c'est beaucoup des arguments de boomer, mais ça reste entendable, on parle de vraies choses. Ce sont des sujets véritables liés aux nouveaux usages numériques qui sont réellement nuisibles pour la société. On pourrait discuter d'à quel point ils sont répandus en 2024, mais ok. Admettons. Sauf que suite à ce premier brillant exposé, commence un exercice de rhétorique politicienne pas vraiment réussi, où NVB enchaîne les sophismes pour se prémunir des attaques qu'elle pressent déjà pleuvoir sur son argumentaire en béton. Comme si elle sentait déjà que des éditorialistes et des youtubeurs allaient lui tomber sur le coin du nez. Pas de chance, malgré ses pirouettes, elle aura quand même eu ses news. J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. C'est quand même extraordinaire, j'ai pas besoin de madame Vallaud-Belkacem si je ne veux pas être dépendant des écrans. Et niveau youtubeur, essayons ici de produire une réflexion un peu plus maligne et un peu moins NVB applique d'abord la fameuse technique de l'homme de paille, c'est-à-dire qu'elle va construire des arguments de manière caricaturale en les prêtant à ses opposants pour décrédibiliser leur position. On qualifierait d'avance sa proposition de dictatoriale et on la comparerait à la Chine. Et Vallaud-Belkacem de répondre « Oui, en Chine, on contrôle Internet, mais en Chine, on soigne aussi des gens dans les hôpitaux. Et c'est pas pour ça qu'on ferme les hôpitaux chez nous. » Alors, ok. Au-delà du fait que c'est un sophisme, je crois même pas que les Chinois rationnent le volume de données disponible. Ce qu'ils font, c'est plutôt de rationner le temps auquel les jeunes en particulier ont le droit de jouer aux jeux vidéo par exemple. Et c'est pas ce que propose notre ancienne ministre de l'Éducation, donc déjà c'est raté. Ensuite, l'histoire des hôpitaux, c'est juste débile, il y a des hôpitaux en Russie aussi. Est-ce que pour autant il faut qu'on considère l'idée d'envahir l'Ukraine ?
Ok, moi aussi je fais un sophisme ici, mais je le fais sur ma chaîne YouTube et pas dans le Figaro, donc poète camembert. L'aspect dictatorial écarté, NVB aborde ensuite le caractère réactionnaire de sa proposition. Que nenni, répond-elle, ça ne peut pas être réactionnaire puisque c'est bon pour l'environnement. Bah ouais, Internet, ça pollue très fort, donc le restreindre, c'est écolo, et donc c'est progressiste. Alors ça, c'est aussi un sujet sur lequel on va revenir en détail, l'aspect écolo, mais le sophisme il est énorme, l'écologie c'est pas du tout les raisons qui la poussent à formuler cette proposition. Dans sa tribune, ce qui est très saillant, c'est qu'elle veut restreindre le volume de data pour restreindre les usages. Et donc c'est ça qui fait qu'on dit que c'est réactionnaire. L'aspect écologique n'a rien à voir là-dedans. C'est comme si elle disait, je propose de révoquer le mariage gay, mais c'est pas réac, c'est écolo. C'est pour réduire la pollution des mariages, parce que oui, tu sais, des fois, les gens ils viennent en avion et tout, donc de facto, si je s'interdis le mariage gay, ça ferait... Voilà, c'est ni très subtil, ni très convaincant. Ses premiers détracteurs solidement décontenancés, Najat Vallaud-Belkacem va s'attaquer ensuite au Pékin lambda. Et je ne parle ni de la Chine, ni de la Grèce, mais bien du français moyen, qui angoisse, qui est apeuré, qui se demande « Mais comment qu'on va faire sans Internet ?» Et là, ça devient un peu lunaire. Najat Vallaud-Belkacem, elle te dit « Mais t'inquiète, tu vas pouvoir rédiger tes mails sur Word avant de les envoyer. » Franchement, celle-là, elle est excellente. Personne lui a dit que quand tu tapais tes mails dans Outlook, ça utilisait pas d'internet, c'est vraiment au moment où tu les envoies, donc ça sert à rien ce qu'elle propose. Mais ce qui me fait délirer, c'est qu'il y a personne dans son équipe qui a relu, quoi. Il y a personne qui s'est posé la question de si ça avait un sens. Elle suggère de se déplacer pour aller poser une question à son collègue ou d'aller à la machine à café plutôt que de lui demander en visio. Et après, et là, elle commence clairement à verser dans le djihad butlérien. NVB enjoint les développeurs informatiques à ne plus utiliser les ordinateurs, mais à écrire leur code sur du papier, pourquoi pas. Certes, c'est possible, mais j'attends de voir comment elle va faire du débugage, et ensuite, c'est encore la même chose que pour Outlook, ça n'a aucun rapport avec Internet, tu peux très bien coder sans être connecté. Et sa mesure phare, elle propose même d'entraîner des humains d'élite, spécialisés pour effectuer des calculs à la place des ordinateurs qu'on appellerait les mantas. Bon, j'avoue, ça c'est une blague. Enfin, le truc sur les mantas, c'est une blague, parce que l'histoire du dev sur du papier, ça, elle le dit vraiment. Pour conclure sa tribune, NVB nous sort la sauce du courage en politique. Cela demande un vrai courage, un courage que nous avons oublié. Soyons courageux et déterminés. Fermer les yeux n'y changera rien. C'est l'écran qu'il faut éteindre. Putain, la punchline. Bref, une sauce ultra classique dont la recette, tenue secrète par les politiciens de talent de ces 50 dernières années, n'a visiblement pas été partagée avec tout le monde. Ok, c'est super, on s'est bien marré, on a bien déglingué cette pauvre Najat Vallaud-Belkacem. J'avoue, je me suis même un peu forcé, je suis peut-être allé un peu loin. Mais la réalité, c'est qu'en vrai, sa tribune, elle est pas si conne, et qu'il fallait bien que j'équilibre un peu ma réponse à Najat Vallaud-Belkacem, vu comment je vais la saucer dans la suite. Parce que ouais, ce que j'en pense vraiment, c'est que c'est pas con, que c'est même pas con du tout. Enfin si, c'est en partie complètement con, et on va voir pourquoi, mais c'est également pas stupide du tout, et le doute est permis, c'est peut-être même une forme de courage politique. Parce que elle a raison, et elle sait qu'elle va se faire chier dessus quand elle publie cette tribune, et certes, ne soyons pas naïfs, elle espère aussi jouer un coup politique, mais ça c'est un autre sujet, mais ça demande tout de même ce qu'on appelle du courage politique, c'est-à-dire la conviction qu'il existe un espace pour défendre une idée. D'abord, il y a cette référence à la pollution d'Internet, qui est clairement une tarte à la crème qui revient systématiquement dans les sujets liés au numérique. Il y a un certain temps, j'avais moi-même voulu m'y attaquer en essayant de faire le bilan carbone de la chaîne YouTube Sortie d'usine, chaîne à laquelle vous devriez d'ailleurs vous abonner si vous avez envie de participer un peu à faire fondre la banquise. C'est un peu un genre de crowdfunding anti-ours polaire. Cliquez, bande de Laissez les commentaires. Mais à l'époque, je me suis rapidement rendu compte que c'était vraiment une tâche très ardue d'estimer les impacts carbone... du numérique au global, et que ça l'était d'autant plus sur des actions et des sujets précis. On se rappelle tous du fameux problème des mails avec des pièces jointes rigolotes, soulevé par une autre ministre, macroniste celle-là, en la personne d'Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, c'est ça ? Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher. Je vais y arriver. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Cette affirmation avait évidemment été débunkée un peu partout, en expliquant que d'une part, la consommation énergétique et les émissions carbone associées ne représentent qu'une toute petite part des enjeux environnementaux qui menacent l'humanité à notre époque. Citons entre autres la crise de la biodiversité,
les pénuries en métaux rares, les pénuries en eau, la pollution aux particules fines, la pollution au plastique, les radiations, tout un tas de limites planétaires qui sont affectées par le développement du numérique. Mais également que le calcul des émissions de l'internet est complexe et qu'il ne peut surtout pas se limiter à la seule consommation énergétique. Les data centers et l'énergie qu'ils consomment ne sont que la face émergée de l'iceberg. S'ils concentrent les critiques, ils ne représentent en réalité que 20% des émissions de gaz à effet de serre du numérique. En fait, le principal problème, la principale source, c'est la production des terminaux qui vont permettre aux utilisateurs de se connecter, c'est-à-dire nos ordinateurs portables, nos téléphones, nos tablettes, dont la fabrication initiale dans les usines émet une quantité bien plus considérable qu'à peu près tout ce qui permet à Internet de fonctionner en tant que tel. Alors certes, ce chiffre de 20%, il est fortement discuté. Moi, je le reprends d'une étude de l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, qui date de 2022. Comme on peut le voir sur ce graphe, les estimations varient vachement d'une étude à l'autre. Mais dans tous les cas, on peut en déduire que les data centers ne sont pas du tout l'alpha et l'oméga des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on étudiait uniquement les émissions de gaz à effet de serre de la consommation data à proprement parler, isolées du reste du cycle de vie du numérique, effectivement, ça aurait un gros impact de passer de 100 gigas ou je sais pas combien à 3 gigaoctets par semaine. Mais dans le contexte du cycle de vie total, c'est littéralement une goutte d'eau. Parce que 100 gigas ou 3 gigas, on aura toujours besoin des terminaux, il y aura toujours besoin des portables et des ordinateurs. Dans un sens, on peut dire qu'on rentabilise même encore moins la dépense carbone initiale qu'on aura faite pour les obtenir. Si on voulait vraiment s'attaquer à l'empreinte carbone du numérique, il faudrait qu'on s'attaque au nombre de terminaux qu'on possède et également à leur obsolescence, pas simplement au volume de données échangées. En revanche, ce rationnement pourrait drastiquement réduire l'attrait du numérique et par effet boule de neige, limiter les investissements en infrastructure et leur croissance et même entamer une décroissance. Si ça devient moins utile, on va moins investir et in fine, on va moins impacter les limites planétaires. Bref, de toute manière, comme on l'a dit en analysant le texte, l'argument écologique n'est ici qu'un sophisme utilisé par Najat Vallaud-Belkacem pour se prémunir des accusations de réactionnarisme. L'aspect carbone est pour elle une sorte de bonus, ses motivations réelles à elle sont bien à la lecture de l'article centré sur les usages de l'internet et sur les conséquences sociales que ça peut avoir sur les humains. Alors, regardons ça en détail. Comment Internet transforme-t-il notre manière d'interagir avec le réel ? Nous n'allons évidemment pas reprendre tous les arguments sur les sites de charme et les repas de famille, mais plutôt suivre le fil conducteur proposé par NVB dans sa tribune, qui part d'un constat avec lequel je suis moi-même plutôt d'accord et qui justifie qu'on s'attelle collectivement à la régulation d'Internet. L'impact des interwebs et des écrans sur notre psyché, sur notre attention, sur la culture humaine de manière générale, et la manière dont nous dépensons notre temps et notre vie. Car oui, nous passons de plus en plus de temps devant les écrans. Is literally Black Mirror. Si on regarde les chiffres, on voit que dans la population jeune, le temps d'écran est en augmentation au fil des années. Mais également que sa répartition a tendance à croître pour les usages numériques comme Internet et les jeux vidéo et à voir le temps de télé diminuer. Et si on compare aux générations plus âgées, on voit bien qu'il y a un gap sur cette conso de télé, mais également que plus on est vieux, plus on consomme d'écran, ce qui bat déjà en brèche l'idée que cette question de l'attention, c'est vraiment un problème de jeunes. C'est la société entière qui consomme plus d'écran. Ce qui est potentiellement différent chez les jeunes, c'est que c'est un peu plus d'internet et un peu moins de télé. Bref, il n'y a rien de très surprenant, mais c'est quand même intéressant de noter parce que ça aura son importance plus tard. Il y a certes des différences entre ces types d'écrans, mais leur point commun, c'est vraiment que ce sont des concentrateurs d'attention, qui vont gréver notre temps quotidien et bouffer sur celui qu'on pourra consacrer à d'autres activités. Parce que cette question de l'attention, c'est un des événements centraux de la critique de NVB. Mais c'est également le modèle économique sur lequel reposent tous ces médias. Puisque dans sa tribune, l'ancienne ministre évoque Yves Citon comme argument d'autorité dans ce domaine, faisons comme elle et citons. Dans De l'écologie de l'attention à la politique de la distraction, Yves Citon explique que la notion d'économie de l'attention est née dans la deuxième moitié des années 80 de manière assez concomitante avec l'explosion d'Internet. C'est simple, la quantité de contenu, texte, images, vidéos, musique, devient si grande, si rapidement, que cette surabondance d'offres crée une pénurie de demande. Et la demande, c'est bien l'attention. En d'autres termes, il y a tellement de choses à regarder que c'est plus les humains qui se battent pour obtenir des biens culturels, mais que ce sont les biens culturels qui se battent pour avoir des humains. Et je fais beaucoup trop de guillemets. Et Citon insiste, les médias n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Leur pouvoir vient de l'attention humaine qui s'investit en eux. Leur valeur s'incarne dans leur capacité à s'arroger une fraction de ces ressources attentionnelles qui sont, elles, en quantité limitée. Produire une vidéo YouTube, ça demande vraiment pas grand-chose. Un peu de matos, un peu de temps, un peu d'électricité, et c'est plié. Et après, ça fait des milliers d'heures de visionnage. Voire des millions, voire des milliards. Partagez.
L'économie n'est plus dictée par la production, mais tombe du côté de la réception. Et ça, c'est intrinsèquement lié au fait que le contenu soit gratuit. C'est ça qui retourne l'économie. Yves Citon raconte l'histoire d'un journal, le New York Sun, qui décida en 1833, dans un contexte de très forte concurrence médiatique dans la mégalopole américaine, de vendre ses exemplaires à perte, c'est-à-dire en dessous de leur coût de revient. Forcément, les New-Yorkais se sont mis à l'acheter en masse, puisqu'il était moins cher. Et le patron de l'organe de presse faisait son beurre en vendant toute cette audience à des publicitaires et à des annonceurs. Ça paraît tellement évident aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était complètement nouveau. Le New York Sun était le premier média à ne plus faire payer son consommateur en argent, mais en attention, qu'il vendait ensuite aux publicitaires qui eux-mêmes le revendaient aux industriels. Bref, jusque-là, Citon nous fait une description assez traditionnelle de ce qu'est l'économie de l'attention. Il note aussi que ce sont les GAFAM, qui basent l'entièreté de leurs revenus là-dessus, qui sont aujourd'hui les maîtres du capitalisme financier moderne. Mais que surtout, ils ont en cela un pouvoir sur ce qui nous envoûte, sur ce qui nous intéresse collectivement, et que c'est rarement dans notre propre intérêt. Sauf que le philosophe va ensuite introduire des notions qui vont justement nous enjoindre à ne pas adopter la posture défendue dans la tribune. D'abord, Citon explique que le fait que cette ressource limitante, qui est aujourd'hui au cœur des industries les plus profitables, soit quelque chose que finalement chaque humain possède, même si elle est aujourd'hui appropriée par des forces extérieures, ça nous donne de fait un pouvoir énorme. Notre attention est littéralement la richesse, ce qui signifie que nous contrôlons partiellement la ressource qui est devenue la plus rare dans notre monde contemporain. L'erreur que nous faisons ici, c'est de traiter cette ressource au niveau individuel, auquel cas il est évidemment impossible de tenir tête aux géants du numérique. Mais dès l'instant où nous traitons cette ressource de manière collective, nous reprenons ce pouvoir, un pouvoir politique. Pour Citon, considérer l'attention du point de vue individuel est une grave erreur. Même si tu décides de te couper complètement d'Internet et de la télé, tu finiras quand même par entendre parler de ces sujets qui intéressent tout le monde, via la radio, via la presse écrite, ou encore à la fameuse machine à café défendue par la Socialo. Bref, tu ne peux pas échapper à la culture commune qui gravite nécessairement autour de ce qui focalise l'attention de tous les autres individus, du collectif. Tout ce propos, Najat Vallaud-Belkacem passe complètement à côté alors qu'elle cite elle-même le type. Je me dis qu'elle a sûrement tapé économie de l'attention philosophe français sur Google, elle a fait CTRL-C, CTRL-V du titre, histoire d'avoir l'air de s'appuyer sur quelque chose dans sa tribune. Et y a pas de mal à ça, moi aussi j'ai tapé Yves Citon sur Google, je le connaissais pas avant, mais ce que j'ai trouvé dans l'essai en question, NVB l'a clairement pas repris. Reprenons. Une critique que fait Citon à l'encontre des politiciens qui souhaitent réguler Internet, c'est que ces derniers posent généralement le problème en parlant de l'incapacité des jeunes à se concentrer sur leurs études ou sur les choses validées par la culture légitime. Il déduirait de cela que les jeunes sont inattentifs. Mais non, les ados ne sont pas distraits, ils sont juste concentrés sur autre chose. La distraction, ce n'est pas ne pas penser, mais pensez à autre chose que ce à quoi l'autorité voudrait que vous pensiez. Les autorités qui s'emparent du sujet sont d'ailleurs rarement animées par la protection du bien-être des citoyens. On peut penser aux pays qui censurent une partie de ce qui est disponible sur Internet ou qui contrôlent carrément tout ce qui est diffusé, principalement pour maintenir leur régime politique en place, plutôt que pour repousser la décadence occidentale. Mais même en Occident, un exemple assez frappant s'incarne dans les récentes tentatives d'interdire TikTok aux États-Unis, un combat mené par la droite américaine. Et surprise, ce qui les dérange vraiment, c'est pas que les jeunes perdent des heures par jour à regarder des vidéos débiles, mais c'est bien que ce soit un canal de diffusion qui n'est ni contrôlé par l'État ni par le complexe industriel. C'est du contenu mis en avant algorithmiquement et purement algorithmiquement, et l'autorité n'a aucun moyen de le contrôler. Donc voilà, Madame Vallaud-Belkacem, pourquoi votre proposition vous rapproche de la Chine, ou des républicains, ou des autres institutions autoritaires. Enfin, vous me direz, ce que propose Najat Vallaud-Belkacem ici, ce n'est pas de contrôler le contenu qui est disponible en ligne, mais bien de rationner les capacités des gens d'y accéder. Une manière d'influer sur les comportements des gens en les incitant à faire des choses plus intelligentes. Sauf que, surprise, limiter à 3 gigaoctets la consommation de data, ça n'aura aucun impact sur la manière dont notre attention est marchandisée et utilisée. Tu pourras mater du porno en 180p et passer autant de temps sur Netflix à binge-watcher des vidéos dégueulasses toutes pixelisées. Y a aucune raison que soudainement tu te dises « Ah, j'ai plus que 300 mégaoctets de co, faut vite que j'aille regarder un documentaire Arte », s'il y a rien qui change par ailleurs. La consommation de données, c'est clairement, hormis l'aspect écologique qu'on a déjà abordé, un indicateur éclaté au sol pour mesurer l'impact d'Internet sur notre culture et nos usages. À la limite, même la solution chinoise de rationner le temps, elle est beaucoup plus logique et pertinente. Mais comme la critique est facile, je vous propose ici de composer une contre-proposition sans verser dans le Xi Jinpingsme, et pour cela, il va falloir reprendre quelques mégaoctets d'Yves Citon afin de comprendre le fonctionnement complet de l'attention et de voir que le seul niveau où il est pertinent d'agir n'est pas le niveau individuel, mais bien le niveau collectif.
On a bien vu que réduire le volume, ça n'a pas trop de sens, parce qu'on peut continuer à pratiquer les mêmes usages concrètement en diminuant simplement la qualité. Et qu'à ce stade, rien ne semble indiquer que ça nous pousserait à faire des choix plus intelligents comme le sous-entend NVB. Et puis surtout, il y a un problème assez typique de la famille politique dont est issue la socialiste, c'est-à-dire la gauche libérale, c'est qu'elle fait une fois de plus porter la responsabilité aux citoyens, aux usagers, qui doivent être contraints pour échapper aux vilains capitalistes, qu'on laisse eux apparemment libres de produire des films érotiques dans des conditions abominables et du contenu de divertissement néfaste et hypnotisant. C'est tout d'abord gênant sur le plan politique et on va le voir inefficace sur le plan de l'attention quand on la considère en dehors du focus individuel. D'après Yves Citon, l'attention individuelle se distingue elle-même en une attention automatique et une attention volontaire. La première dépend des stimuli de notre environnement, ce sont des réactions naturelles, inconscientes et peu contrôlables, quand la seconde, l'attention volontaire, est une action consciente, le choix de se focaliser sur telle ou telle chose, bien que cette décision puisse être influencée par l'attention automatique. Quand vous regardez une vidéo de sortie d'usine, c'est d'abord parce que la miniature a attiré votre attention automatique, parce qu'elle était jolie, il y avait des grands yeux, il y avait des couleurs, des flèches rouges, puis que vous vous êtes dit que ça allait sûrement être instructif et rigolo et que vous avez décidé de cliquer. Attention volontaire. Mais Citon rajoute une troisième couche à ce système d'attention, l'attention réflexive. Votre attention volontaire, la décision consciente de regarder ça, elle a été influencée par tout un ensemble de réflexions. Vous vous êtes peut-être demandé dans la journée qu'est-ce que je vais regarder ce soir. Vous avez établi dans votre vie des jugements de valeur sur ce qui vaut la peine d'y passer du temps, ou au contraire ce qui est pourri, ce que vous n'avez pas envie de regarder. C'est un ensemble de décisions qui s'inscrivent dans la durée et qui vont influencer systématiquement ce à quoi vous décidez d'accorder votre attention. Et dès qu'on entre dans ce niveau réflexif, ça n'a plus aucun sens de le considérer du point de vue individuel, car on parle ici de morale, d'éthique, d'éthologie, d'une manière délibérée de se soumettre justement à ces réflexes biologiques qui constituent l'attention automatique. Tout ça pour s'inscrire dans une certaine vision du monde, dans quelque chose de politique. Citon modère tout de même cette approche, parce que ce libre arbitre qui est décrit est sujet à caution. L'attention réflexive ne peut jamais complètement aller à l'encontre des automatismes et des réflexes. Même si tu décides de regarder uniquement du contenu hautement éducatif, ça demande une énorme discipline pour passer à côté de tous ces contenus ultra stimulants, certes sans valeur ajoutée, mais qui sont marrants. Et puis tu es, de toute manière, comme on l'a dit, toujours soumis à l'attention collective et aux sujets qui courent dans la société. C'est pour ça qu'il est inutile de vouloir réguler les individus, car cette attention réflexive, il faudrait plutôt que de la diriger sur les attentions automatiques et volontaires, rediriger ses décisions pour agir sur l'environnement, sur la médialité, sur le milieu qui finalement produit les stimulations et génère l'attention collective. Encore une fois, à moins de vivre dans une cave et finalement sans internet et sans télé et sans tous ces trucs, la question elle peut se poser que de manière collective. Il s'agit de construire des milieux attentionnels qui vont favoriser l'attention qu'on aura décidé tous ensemble de favoriser. Et ça peut être la profondeur, du désir d'apprendre, enfin tout ça c'est ce qui justifie le titre d'écologie de l'attention. N'accrochons pas de boulet au pied des gens qui évoluent dans la jungle urbaine d'internet, mais soyons plutôt des sortes de paysagistes qui vont le cultiver pour en faire un jardin où il fait bon vivre. C'était charmant ce petit cours de philosophie pas très appliqué, mais si NVB ajuste sur le constat mais se plante sur la proposition, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour transformer Internet et en faire un outil utile à notre bien-être et à notre culture? Les bonnes intentions de la tribune sont flagrantes, mais il s'agit ici d'agir sur le bon indicateur, de proposer des mesures qui vont réellement transformer l'économie d'Internet et de ce qu'elle propose, plutôt que de punir ses utilisateurs. Encore cette fameuse écologie punitive. À mon sens, un des bons indicateurs du caractère néfaste d'Internet, c'est justement sa capacité à attirer l'attention pour aucune autre raison que l'attention elle-même. Depuis le début, on voit que le problème, c'est pas vraiment le média, c'est pas le fait de regarder du contenu sur Internet, mais c'est bien le fonctionnement intrinsèque de son économie, transformer de l'attention en argent. C'est-à-dire que sur ces mêmes médias, même au sein des GAFAM, il y a aussi des personnes qui vont avoir d'autres objectifs en captant votre attention plutôt que de simplement le transformer en espèces tintantes et trébuchantes. Ils peuvent vouloir simplement apporter quelque chose au monde. Ils peuvent simplement vouloir vous faire rire, vous raconter une histoire, vous partager leur passion, vous transmettre des idées, des valeurs. Et si on y réfléchit, c'était un peu plus ça l'Internet des débuts. On était là pour kiffer tous ensemble, pour partager des choses, pour apprendre, pour se marrer. Mais ce qui a changé, c'est que la thune est entrée en jeu. Alors certes, elle était sûrement là déjà minute 1, mais elle n'a fait que croître exponentiellement ensuite. Et l'économie entière d'Internet ne se base que sur ça aujourd'hui. Enfin, je parle pas du e-commerce parce que c'est clairement pas le sujet de la tribune. Encore que, on a vu ensemble que même quand on parle e-commerce, ce qui le différencie, c'est aussi des questions d'attention. Internet n'est pas
capitaliste par nature, mais le capitalisme y a posé ses valises partout où il le pouvait. Et si les premiers acteurs du début n'ont pas disparu, ils sont aujourd'hui en concurrence avec des entreprises dont le seul objectif est l'accaparation des parts d'attention, puisque c'est elles qui génèrent le profit. C'est là qu'on voit apparaître tous ces fameux contenus poubelles qui sont simplement designés pour capter votre attention, pour vous faire réagir, pour vous garder hooked. On cherche à combattre de toutes nos forces votre attention réflexive et volontaire. Et on l'a vu dans une très vieille vidéo, c'est logique que ce genre de contenu soit performant parce que les algos ils fonctionnent uniquement sur ça, c'est leur seul critère. Ce qui permet de juger le contenu du point de vue des plateformes, c'est pas est-ce que ça vous fait vous sentir bien, est-ce que ça vous apporte quelque chose, c'est simplement est-ce que ça vous garde. Je le redis, mais je trouve ça comique de parler de déficit de l'attention à cause de TikTok, alors que littéralement t'as des personnes qui restent scotchées pendant des heures d'affilée dessus sans décrocher. Si ça, c'est pas le summum de la concentration, je sais pas ce qu'il vous faut. Le souci, c'est que du point de vue de l'industrie, l'attention en elle-même, c'est le profit, et donc c'est le seul indicateur qui vaille. C'est pas le volume de données ou quoi que ce soit, c'est le temps d'attention. Et quand on regarde les plus grosses plateformes, et notamment celles qu'on accuse de toxiciser la vie, c'est vraiment leur fondement, monétiser l'attention. Je sais, j'en fais des caisses, mais c'est vraiment ça, c'est le fondement de tout. Elles mettent donc en place tous les mécanismes possibles pour la focaliser au maximum. Sans autre but, parce que finalement, avoir le moins d'autres buts, même minoritaires, ce serait un manque à gagner, une moins-value par rapport au profit qu'ils pourraient faire. Littéralement, on s'en fout que vous soyez malheureux, c'est pas ça qui rapporte. T'es en dépression, arrête, ça j'en suis très fier. Si on résume, le contenu internet se dépouille de tous ses autres atours pour se concentrer uniquement sur la captation d'attention. Simplement parce que c'est la seule chose qui est rentable pour lui. Donc si on veut que le contenu puisse retrouver d'autres parures, c'est sur ça qu'il faut agir. La monétisation. Et ça tombe bien, c'est typiquement un levier sur lequel on peut agir au niveau collectif et politique. Limiter la capacité des entreprises à monétiser l'attention. C'est-à-dire agir directement sur la pub en ligne qui représente des pans de plus en plus majeurs de notre économie. Parce que dites-vous, c'est quand même un truc de ouf, Même moi je monétise mes vidéos alors que j'en ai pas besoin. On le rappelle, je suis un ingénieur de renom avec une carrière internationale, c'est pas AdSense qui va me faire manger. Mais parce que je sais que leur intérêt primaire c'est de générer du revenu. Elles ont donc aucun intérêt à mettre en avant un contenu qui n'est pas monétisé ou pas monétisable. Et comme la diffusion de mon travail est soumise à l'algo, je suis bien obligé de mettre des pubs pour pas que ma réponse à Najat Vallaud-Belkacem tombe aux oubliettes. Si on interdit ou qu'on limite très fortement la publicité sur internet, si on déclare le web zone à défendre, alors les acteurs qui sont là uniquement pour capter votre attention n'auront plus de raison d'être. Et on pourra offrir autre chose. Vous allez me dire, mais si on interdit de monétiser Internet par la pub, il va rester quoi pour tous ceux qui, contrairement à moi, n'ont pas le privilège d'avoir un travail ou un salaire correct, ou qui veulent faire d'Internet leur activité principale? La solution n'est pas simple, mais je pense qu'une piste serait la mise en avant du micro-mécénat. Je suis plutôt pour que le contenu reste gratuit en soi. D'abord parce que tout le monde peut y accéder, c'est plus équitable, et ensuite parce qu'en vrai, les contenus payants sur Internet, c'est vraiment compliqué de pas les voir pirater dans la minute. Si j'ai pas envie de payer pour un film, une musique ou même un article de presse, je sais à peu près comment faire pour les obtenir très rapidement. Et y a pas besoin d'être hackerman pour le faire. Je m'appelle Émile Ackerman, je suis rabbin. En revanche, on voit que le mécénat, ça peut fonctionner. L'économie de Twitch repose d'ailleurs sur ça, même si tout est systématiquement ponctionné par le techno-seigneur Jeff Harkonnen. Mais on peut facilement imaginer que les médias ou les créateurs indépendants se dotent de systèmes de mécénat efficaces, voire que les institutions publiques mettent à disposition gratuitement ce genre d'outils pour les acteurs du domaine, parce qu'on le rappelle, c'est aussi ça, soutenir la culture et l'information libre, c'est donner des moyens, des infrastructures. Et après, en termes de ce que ça représente en thunes, je vous rappelle que les deux andouilles de Zawa Prod, là, ils lèvent chaque mois 20 000 boules, 20 patates pour gueuler « Ouais, le peuple !» devant leur webcam. C'est pas un truc de ouf. Et entre le moment où j'ai écrit ce script et où je tourne la vidéo, il y a aussi Usul qui lève, via les mêmes structures, plus de 200 000 euros, je crois, pour ses vidéos. Et dites-vous qu'on est encore au tout début de ces pratiques, tout simplement parce que la génération qui regarde le plus ce type de contenu, c'est des gens qui sont jeunes et sans le sou. D'ici quelques temps, on pourrait facilement imaginer qu'Internet et ses pratiques soient communes dans toutes les tranches de population, y compris les plus aisés. Et si on reprend plus spécifiquement l'exemple de la presse, Internet, il a cassé le modèle économique de la presse écrite, puisqu'on n'a plus besoin d'acheter d'exemplaires en papier, et que les articles, ils peuvent être partagés quasiment instantanément. Soit ils sont piratés s'ils sont derrière un paywall, Je m'appelle Émile Ackerman. soit de toute manière, ils vont être repris par des médias gratuits via leurs armées de bâtonneurs qui recopient dans l'heure les informations importantes. Alors, la presse va mal, et elle se transforme à marche forcée en plateforme qui monétise elle aussi l'attention. Soit en devenant des médias gratuits, bourrés de publicité, voire de publicité déguisée, comme dans l'exemple du New York Sun, soit en devenant les propriétés de milliardaires qui les subventionnent à perte dans l'objectif de défendre leur propre agenda politique. Finalement, les médias numériques indépendants qui s'en sortent bien, et Mediapart en est l'exemple le plus flagrant, c'est ceux qui reposent sur un modèle d'abonnement militant.
On paye pas tant pour accéder au contenu que pour soutenir une certaine manière de faire du journalisme. La valorisation d'un contenu de qualité, la création d'une info indépendante. Quelque chose de radicalement différent des dizaines d'organes de presse détenus par des milliardaires. Ou encore pour défendre l'existence d'un certain angle politique de traiter l'information, dans un paysage médiatique qui se resserre de plus en plus autour des idées politiques de leurs propriétaires. Et puis ceux qui ont moins de moyens, ou pas de moyens, et ben ils ont des chaînes gratuites qu'ils peuvent regarder. Cet abonnement militant, c'est exactement du micro-mécénat. Réguler la monétisation du net et changer son modèle économique pour qu'il ne repose plus sur l'appropriation de l'attention et sur la pub, mais sur de la production de qualité financée par du mécénat participatif, c'est à la fois une réponse aux problèmes évoqués par NVB, la toxicité d'Internet, son caractère addictif sur nos cerveaux, mais également une vision différente du monde, des biens culturels et de l'information qu'on y produit. On pourrait argumenter, mais les pauvres n'ont pas les moyens du micro-mécénat. Ça va nécessairement favoriser les riches et les contenus qu'ils préfèrent. On doit imposer une nouvelle taxe militante sur les pauvres, c'est ça? D'abord, ce qu'on constate aujourd'hui sur le web, et c'est Coluche qui le dit, c'est les moins riches qui sont les plus généreux. C'est pas seulement Coluche qui le dit, on a aussi des études de sociaux qui le montrent bien. Et puis si tu y réfléchis, si la pub est partout, c'est bien parce qu'elle est rentable, et qu'au final, elle te pousse à consommer plus. Faut vraiment l'admettre, hein, quand tu rémunères une plateforme, un média, un créateur en regardant des pubs, c'est parce qu'une industrie, elle a payé pour que cette pub soit là. Et qu'au final, l'opération, elle est rentable pour elle parce que ça va te pousser à consommer plus. D'une manière ou d'une autre, l'argent que l'industrie dépense, tu vas lui rendre, et avec une plus-value. C'est mathématique, hein. La publicité n'existerait tout simplement pas si elle ne fonctionnait pas dans de telles proportions. Alors, se débarrasser de la pub pour la remplacer par du micro-mécénat, en plus d'être plus égalitaire... Moustique. Oh, je l'ai eu! Regarde. On voit rien, je pense, mais... Voilà, je le pose là pour la fin de la vidéo. Je suis désolé pour tous les antispécistes qui regardent. Alors, se débarrasser de la pub pour la remplacer par du micro-mécénat, en plus d'être plus égalitaire du point de vue du consommateur, plus stable pour les médias et les créateurs, et de remettre la qualité et les intérêts autres que la simple captation de l'attention au centre du jeu, ça veut aussi dire qu'on est capable de sortir les méga plateformes et les industriels de l'équation. Ils ne seront plus en mesure de prélever leur rente sur nos activités informationnelles, culturelles et de divertissement. Et peut-être même qu'in fine, on consommera moins. Et ça, chère Madame Vallaud-Belkacem, ça ne peut pas être réactionnaire parce que c'est très écolo. Encore une fois, ce n'est pas les utilisateurs qu'il faut punir pour transformer le monde. Il faut s'attaquer à une régulation du design des infrastructures, de leur fonctionnement économique et des usages qu'ils déterminent. Et les institutions publiques, et à travers elles la politique, ont toute leur place à prendre dans la transformation des règles de l'internet. Par exemple, comme proposé tout à l'heure, à travers la création de plateformes de micro-mécénat à but non lucratif, histoire de pas laisser des équipes douteuses comme celle de Tipeee s'arroger le pactole de la gestion de ses flux, en prélevant, encore une fois, une bonne rente au passage. En changeant un petit peu les règles, on peut transformer un écosystème de fond en comble. Et vu la part massive qu'a pris Internet dans nos cerveaux à tous, c'est un écosystème qui change nos vies. Bref, pour conclure cette réponse à Najat Vallaud-Belkacem, il faut bien admettre que NVB a le courage politique de poser la question, et le mérite de la poser plutôt selon les bons termes, même si sa tribune reste un exercice maladroit à mon humble avis. Maladroit notamment parce qu'elle laisse volontairement le flou sur la distinction entre les arguments écologiques et ceux sur les impacts sociétaux, alors que c'est bien les deuxièmes qui semblent l'intéresser. Et je suis d'accord avec elle, c'est pas réac de vouloir s'interroger sur le bien fondé de ces nouvelles pratiques qui découlent d'évolutions technologiques, puisqu'à l'évidence, elles ne nous rendent ni plus heureux ni plus libres. Et vouloir agir dessus ne fait pas non plus de nous des dictatolâtres. Mais le problème, c'est que tant qu'on restera dans un logiciel libéral, on ne s'en sortira pas. Parce que la vérité, c'est que c'est pas aux individus de lutter chacun dans leur coin pour lutter contre le grand capital, là en solo, et que c'est de toute manière pas viable dans l'ensemble. Par contre, une fois qu'on a bien identifié les phénomènes qui nous déplaisent et qu'on est capable de proposer des solutions de manière collective pour y remédier, on peut espérer que les choses changent. Apes Together Strong. J'espère que cette petite capsule un peu à chaud vous aura plu. Comme d'hab, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Cliquez sur les boutons même si vous les retirez après. Je crois que l'algo il repère quand les gens ils cliquent sur partager pour copier le lien. Et nous on est là pour niquer les algos. Bref voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce que vous pouvez faire. En attendant, n'oubliez pas d'installer un bloqueur de pub et de skip les placements de produits dans les vidéos. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Yassas Marrakech.